Donc, alors, B11. Donc la limite de résolution est la plus petite distance angulaire entre deux points objets dont le système donne deux images nettement séparées. On rappelle que la résolution angulaire de l'œil est de 3×-4 radians. On vous donne la limite de résolution, on vous donne la formule de la limite de résolution liée à la diffraction, donc qui est égal à 1,22 fois la longueur d'onde divisée par dPE, le diamètre de la pupille en fait. Et calcule la limite de résolution des points alpha min œil imposés par l'œil pour le grossissement de G égale 7. Alors, donc là, c'est dû au grossissement de l'œil. Oui, tout bête. Comment est-ce que vous définissez le grossissement? Donc, comment on va intituler ça? Limite de résolution, calcul de alpha min œil. Donc ça, c'est la diffraction, c'est la limite de résolution, non pas due à la diffraction, mais due à l'œil lui-même. D'accord? À l'ouverture de votre pupille. Alors, limite de résolution, calcul de alpha min œil. Calcul de alpha min et pour l'œil. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous définissez votre grossissement? G, c'est un grossissement, c'est un angle sous lequel est vue l'image à travers le système optique, divisé par l'angle sous lequel l'objet est vu à l'œil nu. Sous quel angle minimal est-il vu à l'œil nu? Il ne montre pas les secondes. Ça ne va pas avec fort. Alors, G, tu m'as dit, et non, à l'œil nu. C'est ça. Donc en fait, ce qu'on va avoir, c'est que G est égal à epsilon 0 sur alpha min. Je pense que ça va être ça. Okay. La taille sous laquelle l'objet est vu, divisé par la taille sous laquelle l'objet est vu à l'œil nu. Donc ce qui nous donne que alpha min œil, ça va être égal à epsilon 0 sur V. On a plus qu'à faire l'application numérique. Tu as demandé de le calculer ou pas? Ouais, calculer. Donc on a alpha min œil qui est égal à epsilon 0, 3×4, très bien. Et le grossissement est à 7. Calculette. Et on trouve 4,3. 10-5, 4,3, 10-5. Radians. Alors tous les angles sont exprimés en radians. Ça va? Donc en utilisant le grossissement, vous regardez l'angle de sortie sur l'angle d'entrée. C'est le plus simple. Donc l'angle de sortie, c'est l'angle pareil. D'accord? C'est la résolution angulaire de l'œil. Et l'angle d'entrée, c'est l'angle sous lequel on va rentrer à travers l'œil. Ok. Ensuite, calculer la limite de résolution due à la diffraction. Donc B12, calcul de alpha min. C'est comme ça qu'il l'appelle, non pas. Ouais. Dû à la diffraction. Bon, bah là, vous avez juste à appliquer votre formule. D'accord? Vous avez que alpha min
dû à la diffraction, c'est égal à 1,22 fois lambda sur le diamètre de la pupille d'entrée. Alors, comment est-ce que vous avez le diamètre de la pupille d'entrée? On l'avait calculé avant ou pas? Normalement, on l'avait calculé. On a quelque part le DPE ou pas? Je me souviens plus ce qu'on avait en fait. C'est ça qu'on prend un sujet au milieu. Ah, du diamètre de la pupille de sortie. Non, c'est la pupille de sortie. Donc on va voir la pupille d'entrée quelque part. Bah, c'est l'objectif. La pupille d'entrée, c'est l'objectif. C'est assimilé à l'objectif normalement. Donc ça va être 50 mm. D'accord? Vous prenez le document dans la partie B, le document du Steiner Navigator, donc c'est la colonne 3. Et on vous dit que le diamètre de l'objectif en millimètres est de 50 mm. Bah oui, tout bête. Puisque la pupille d'entrée, et je suis sûr qu'on avait calculé avant la pupille d'entrée en plus. On prendra Phi1, cercle oculaire. Regardez les questions qu'on avait fait. C'est ça qu'on avait. Ah, si l'objectif joue le rôle de diaphragme d'ouverture, précisez le rôle de l'oculaire pour l'instrument. Calculez la valeur limite de son diamètre. Voilà. En fait, comme l'objectif joue le rôle de diaphragme d'ouverture pour l'instrument, bah, c'est aussi lui la pupille d'entrée, tout bêtement. Donc ça, c'est à la question B8. Si l'objectif joue le rôle de diaphragme d'ouverture, donc comme l'objectif joue le rôle de diaphragme d'ouverture, c'est également la pupille d'entrée. Mais PE, c'est pas le conjugué de DO. Oui, c'est le conjugué de DO à travers l'objectif. Donc, l'objectif est conjugué avec lui-même. Donc, c'est la pupille d'entrée qui est conjuguée avec elle-même. Ça va? Donc, là, j'ai dit 50 mm. Donc, on fait l'application numérique. Je la place. Je la place en haut. Alors, application numérique. On va avoir alpha min dû à la diffraction qui va être 1,22. On fera à 555 nanomètres, non, 500. 510.9 divisé par DPE, on a dit 50 mm. 50 moins 3. Alors, ça nous fait quoi? 1,22 fois 500 moins 9 divisé par 50 moins 3. Et j'ai 1,22. Et l'unité, c'est encore un angle, c'est donc des radians. Et pour info, juste avant, on avait eu un 4,3 10 -5. Donc, à tous les coups, après, ils vont demander lequel est le pire. Est-ce l'œil ou le phénomène de diffraction qui limite la résolution dans ce cas? En fait, ce qu'on vous demande, c'est de comparer. Donc, qui est le limiteur de résolution? Le limiteur de résolution. Donc, ça veut dire quoi en fait? Est-ce que c'est l'appareil qu'on peut améliorer? Parce que si c'est dû à la diffraction, ça veut dire qu'on peut corriger la diffraction. Mais par contre, si c'est dû à la limite de l'œil, alors on ne peut pas améliorer les choses. Donc pas la peine de créer un nouveau capteur beaucoup plus puissant. Qu'est-ce qu'on va écrire là? On va comparer les deux valeurs qu'on avait avant. Donc
alpha négatif, on avait 1,22 10 moins 5, et pour l'autre, 4,3 10 moins 5. Donc, lequel est le plus grand? On a alpha min œil, qui est supérieur à alpha min diffraction. Donc, qui limite la résolution? Exactement, c'est l'œil. C'est donc l'œil qui limite la résolution. Donc on ne peut pas améliorer notre appareil, on essaie d'améliorer la diffraction, ça ne servirait strictement à rien. C'est de l'argent pour eux. Donc au final, justifier, tout le justifier par comme la résolution, la limite de résolution de l'œil est plus grande que la limite de résolution de diffraction, hein, c'est l'œil qui... Ça c'est pour la partie limite de résolution. Trajet optique dans un système de prisme redressé. Donc, on en est. Entre l'objectif et l'oculaire de la lunette équivalente aux jumelles, on insère un dispositif redresseur. En fait, le but de ce système redresseur, c'est surtout de faire prendre moins de place à la lunette. Les flèches indiquent le cheminement de la lumière dans les prismes. Donc ça fait un truc comme ça. On étudie le trajet de la lumière dans un prisme isocèle rectangle. Donc ça, je vais signifier. On a un isocèle rectangle. Sur le schéma de la figure 6, un rayon lumineux monochromatique arrive sous incidence normale sur l'hypoténuse de ce triangle. Toutes les faces sont parfaitement transparentes. L'indice du prisme N est supérieur à celui du extérieur. On va prendre comme ça. Complétez le schéma de la figure 6 donnée en annexe et traduisez qualitativement le trajet de la lumière en supposant qu'il y a réflexion totale dans le prisme. Je pense que vous savez faire ça. Qu'est-ce qu'on dessine? Déjà, comme il arrive à la normale, le faisceau ici, il n'est pas dévié, donc il continue. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On dessine notre normale. Et on applique la loi de la réflexion. La loi de la réflexion, elle va nous dire que, comme on a 45 degrés ici, on va aussi avoir 45 degrés en dessous. Donc forcément, l'angle réfléchi sera aussi à 45 degrés. On forme un angle de l'autre. Ça passe ça. Et là, on va avoir exactement le même phénomène. Et j'ai mon rayon qui repart exactement perpendiculaire à la normale. Le rayon fait simplement l'aller-retour d'être décalé. Voilà tout ce que vous avez à dessiner. Pas compris. Pas compris le tracé du dessin là? Ah non. Ouais, je la refais. C'est d'accord que le rayon il arrive déjà perpendiculaire au dioptre. Donc selon la normale. Donc sur ce dioptre, il n'est pas dévié, il va tout droit. Jusqu'à ce qu'il arrive au deuxième dioptre, c'est ici. Oui ou non? Jusque là. Là. Sur ce deuxième dioptre, eh bien, on suppose qu'il n'y a que de la réflexion totale. C'est bien ce qui est dans l'énoncé. C'était où c'était? Tac. En supposant qu'il y a réflexion totale dans le prisme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de phénomène de réfraction. Donc, pas besoin de dessiner ce qui se passe derrière. La réflexion est totale. Donc ici, pour avoir réflexion totale, l'angle qu'on a en bleu, il vaut 45 degrés. D'accord. Ce que l'on a, je vais essayer de l'agrandir. Là, je vais zoomer de ce qui se passe ici. Ah, comme ça. Tu as ton rayon qui arrive ici. Si tu dessines la normale, la perpendiculaire au dioptre, on est là. Donc là, tu as ton angle droit. Et on te dit ici, ça fait 45 degrés. Que vaut cet angle, juste en dessous?
45 degrés également, puisque là on a un angle droit, donc 45 plus 45. Ce qui veut dire que quel est l'angle réfléchi? 45 aussi. Donc je dessine un angle de 45 degrés. Mais 45 plus 45, ça me fait un angle droit. Et il se passe exactement la même chose de l'autre côté. Là, j'arrive perpendiculaire suivant 45 degrés sur ce dioptre, donc je repars dans ce sens. C'est bon? Ensuite, le prisme est placé dans l'aire d'indice 1, calculer la valeur limite de n permettant la réflexion totale. Alors, là, c'est un peu plus dur. C'est quoi la condition pour qu'on soit en réflexion totale? C'est du problème de première année. C'est loin. Non, rien à voir. Il faut déjà expliquer qu'est-ce que c'est que la réflexion totale au final. Une réflexion totale, c'est que normalement, quand un faisceau arrive sur un dioptre, ah bah écoutez, je l'ai fait avec mes secondes là, je vais pouvoir vous montrer quelque chose. Ça tombe très très bien. Je vais vous montrer un truc. Bon, après. Donc là, justement, je vais me mettre dans une situation de réflexion totale. Je vais éteindre la lumière pour que vous voyez. Je pense que c'est une grosse blague, mais c'est très bien pour vous. Alors, donc là, vous voyez, le faisceau laser traverse le milieu transparent sans problème. Et maintenant, je tourne. Donc, qu'est-ce que l'on observe? Vous observez à la fois un phénomène de réfraction et un phénomène de réflexion. Et maintenant, je continue à tourner. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'angle de réfraction, il augmente plus vite que l'angle d'incidence ou l'angle de réflexion, jusqu'au moment où je vais arriver à un tel point que je vais avoir une limite où l'angle de réfraction vaudra 90 degrés, et juste après, il disparaît. Et là, même si mon matériau est transparent, je n'ai rien, je n'ai pas de faisceau qui ressort. Il est piégé à l'intérieur de ma matière, et il y a une réflexion qui est totale. D'accord? Donc, vous voyez que cette réflexion totale, comment est-ce qu'on la calcule? Ce qui va être important, c'est d'utiliser l'OS des cartes et de se placer dans une situation dans laquelle il faudrait que la réfraction disparaisse. Alors, alors, c'est la question B15. Vous vous trouvez peut-être en situation de réflexion totale. Alors, être en situation de réflexion totale, moi je vous rappelle, on schématise, on a notre dioptre, notre normale, on a un angle d'incidence, un angle de réflexion qui est pareil que I,
et on a un angle réfracté. R. Si j'augmente mon angle d'incidence, pour une certaine valeur de I, que je vais appeler IL, mon angle de réfraction va être pile à l'horizontale. Ça va valoir 90 degrés. D'accord? Est-ce que c'est clair ça? Edouard bien. Donc, ce que l'on fait, on applique la loi de Descartes. Alors, nous, on est d'abord... Quel est l'indice du premier milieu ici et quel est l'indice du deuxième milieu? Faites la part réfléchir. Alors, n égale 1 pour quel milieu? Le premier ou le deuxième? Raté. Et ouais. Parce que regardez, pour votre prisme, il est comme ça. Et c'est à cet endroit qu'on veut une réflexion totale. À réflexion totale, il faut bien qu'on soit dans L et qu'on passe ensuite dans L. Donc, le premier milieu traversé, c'est N, et ensuite c'est 1. Et d'ailleurs, si ça avait été l'inverse, vous n'auriez jamais pu avoir de réflexion totale, parce que quand vous arrivez d'un milieu moins restringent vers un plus restringent, ce qui est l'opposé de ça, il y aura toujours un rayon réfracté. Par contre, là où il peut y avoir de la réflexion totale, c'est si on passe d'un milieu plus restringent vers un milieu moins restringent. D'accord? Donc ça, c'est sûr, c'était l'erreur où je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a dû tomber dedans. Et donc au final, après, c'est facile. Parce que tout ce qu'on a marqué, c'est votre Descartes. On regarde N sinus limite doit être égal à sinus de 90 degrés. Et sinus de 90 degrés, c'est 1. Donc, nous, on voulait calculer quoi? N. La valeur limite de N permettant la réflexion totale. N est égal à 1 sur sinus IL. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas IL. Moi, je vous dis que si. Parce que notre prisme a une configuration particulière. Alors, qu'est-ce que je prends comme valeur de N? Est-ce que la valeur de mon angle d'incidence va être différente pour mon système de prisme redresseur? Il y a quelqu'un? Alors, c'est oui à ma question, il y a quelqu'un, ou oui, exactement. En fait, donc, je répète, le système de prisme redresseur, est-ce qu'il va permettre d'avoir une variation de l'angle d'incidence à cet endroit? Non. Donc, la valeur de l'angle d'incidence sur notre système de redresseur, il vaut toujours combien? Exactement, 45 degrés. Et donc mon IL vaut 45 degrés. Donc j'ai juste à faire 1 sur sinus 45. J'aurai ma valeur de peine. Donc sinus 45 c'est racine de 2 sur 2, ça fait 2 sur racine de 2. Alors, racine de 2. Donc 1,480. 1,41. D'accord? Voilà l'indice. Mais si vous prenez un indice supérieur à 1,41, l'angle d'incidence sinus diminue, et donc le prix, il faut qu'il soit supérieur ou égal, quoi qu'il arrive. C'est ça la question.
est la valeur maximale ou minimale de l'indice. Voilà. Voilà, ça il faut bien le rédiger. Donc je donne ça. Donc ça, c'est notre valeur limite pour être en réflexion totale. Maintenant, il faut comprendre, est-ce que je veux toujours avoir de la réflexion totale, mais est-ce que si je prends un indice plus grand, je serai en réflexion totale, ou est-ce qu'il faut que je prenne un indice plus petit que cette valeur pour toujours être en réflexion totale? Si l'indice augmente, si l'indice n augmente, d'accord, donc je fais augmenter cette valeur. Je vais être en réflexion totale, ça va toujours être égal à 1. Que fait sinus IL? Exactement. Si l'indice L augmente, non. Oui, pardon, tu as raison. Sinus IL diminue. Et donc, que fait IL? Ben non. Il augmente, si elle diminue. Ah, j'ai un doute. Alors, on reprend la question. Sinus IL. Un doute. Et donc, si elle diminue aussi, puisque sinus IL est une fonction croissante. Un doute. Laurine, je crois que sinus est une fonction croissante, ça faut demander au prof de maths. Je te donne le micro. Ça ne vous dérange pas de répéter? Ça a bugué chez moi. Ouais, ça bug encore d'ailleurs. Ça bug de plus en plus, hein, Laurine, chez toi. Et Guillaume et toi, c'est une connexion tout pourrie. Oui, je suis d'accord, Clarisse. Pour un angle supérieur à IL, il va y avoir réflexion totale. D'accord? Donc, c'est N. Ah ouais, c'est ça. Donc, N est une valeur minimale. Puisque IN ne doit pas aller encore plus bas. Une valeur minimale. Merci, tu m'as retrouvé. C'est ça. Pour un angle supérieur à 5 cm, il y aura réflexion totale. Alors, traitement anti-reflet. Donc là, on arrive vraiment sur la partie que, en général, vous n'aimez pas et qui est toute simple. D'accord? Si vous avez du traitement anti-reflet qui tombe, c'est délire, quoi. Enfin, donc, c'est là que vous aurez rien. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner exactement. Donc, on fait notre partie. Ah non, il y a la luminosité d'abord. L'indice de luminosité évalue la luminosité de l'image donnée par les jumelles. Il correspond au carré du diamètre de la pupille. C'est un peu débile, hein, ça. C'est bien de... Alors, figure 7 sur l'annexe. Donc, d'accord, copie. Question C1. Alors, on a un tableau.
modèle. Diamètre de la pupille sortie, indice de luminosité, 7 fois 50, 10 fois 50, 5. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Refond et montée. L'indice de luminosité, il correspond au carré du diamètre de la pupille sortie. Donc là, vous avez le diamètre de la pupille sortie, donc vous faites 5 au carré, ça fait 25. Ça c'est bon. Et après, pour le 7 fois 50, il faut trouver le diamètre de la pupille sortie. Alors, elle est où? Le diamètre de la pupille sortie du 7 fois 50, donc ça, il faut retourner à la page 3, d'accord? Ah, je peux. Je renvoie à tout le monde, juste Inès, je vais faire juste à Inès. Envoyer invitation. Et vous regardez dans les spams quand ça fait ça. Donc, c'est bon, je peux continuer. Alors, et donc je disais, à la page 3, on trouve que le diamètre de la pupille de sortie pour le 7 fois 50, elle est de 7,1. Et donc pour faire 7,1 au carré, on prend la calculette. 7,1 au carré, je trouve 50,4. 50,41. C'est bon? C'est facile. Quel modèle peut-on conseiller à un client qui souhaite faire une observation en soirée? Alors, il faut comprendre ce qu'est l'indice de luminosité. Vous avez un client, qu'est-ce que vous lui dites pour la luminosité? En soirée, qu'est-ce qu'il faudrait comme indice de luminosité? Grand ou petit? Grand. Donc forcément, vous allez lui conseiller le modèle 10 par, pardon, 7 par 50. Comme ça, vous avez des réponses qui sont super courtes, super rapides. Donc, c'est le choix du modèle. On veut, en soirée, un fort indice de luminosité. De luminosité. Donc, on choisira le 7 fois 50. Après, le traitement anti-reflux. Donc, traitement anti-reflux et correction. Question. Alors, dans les verres des jumelles sont à base en borosilicate et sulfate de barium.
Le borosilicate est bon marché et d'autres offrent un excellent taux de transmission de l'ordre de 95%. Leur transmission est améliorée en réalisant des traitements anti-reflets de surface optique. Dans toute la suite, on se limite à l'étude d'un dioptre R vert d'indice respectivement 1 et 1,57 éclairé sous incidence normale. On dépose une couche de fluorure de magnésium afin d'améliorer la transmission du verre. Donc, on a N vert. Là, on fait une couche anti-reflet NC. Là, on a N1. Voilà ce qu'on fait. Ceci nous dit, et à tous les coups, on va déterminer l'épaisseur de la couche anti-reflet à déposer. C'est toujours les mêmes questions en général là-dessus. Rappelez brièvement en vous aidant d'un schéma le principe. C'est commencé. D1, principe de l'anti-reflet. Alors, c'est basé sur quel phénomène physique l'anti-reflet? La création d'interférences destructives en réflexion. D'accord? Il faut avoir le terme interférence destructive, il faut avoir le terme réflexion. Et si vous mettez ça, bah c'est bon. Égal, principe de faire égal, principe de faire interférer destructivement les faisceaux réfléchis. Et enfin un petit schéma. Un faisceau qui reste comme ça. Là, il est dévié. Là, il va être encore dévié. Là, il est. Et donc, il faut que ce faisceau 1 et 2, ils interfèrent destructivement. D'accord? Bon, comment on peut dessiner? Exprimer dans une incidence normale la différence de marche entre en plus en incidence normale, ils sont gentils, hein. Donc D2, calcul de delta pour E. Je vous rappelle que l'angle, c'est par rapport à la normale, qu'on mesure l'angle d'incidence. Qu'est-ce que ça veut dire pour la valeur de I si on est en incidence normale? Allez, quelqu'un me répond là. Hein? C'est I égale 1. Pourquoi 1? Ça veut dire quoi être en incidence normale? Ah, voilà. Alors, la question était, quelle est la valeur de I lorsque le faisceau incident est en incidence normale? Nickel, faux. Clarisse, I. Oui, ça vaudra I, mais je veux sa valeur. 45, sûrement pas. Ah, et le taux est parti. Ça veut dire quoi être en incidence normale par rapport à un dioptre? Oui, bah, c'est toujours par rapport à la normale qu'on mesure. 180 degrés. La. C'est pas une question du BTS, ça? Bah, si, puisqu'on te demande, rappelez brièvement, vous êtes dans un... Non, exprimer dans une incidence normale la différence de marche entre les rayons réfléchis. Ah, voilà, il disparaît. Merci Cyril, donc ça vaut 0. En incidence normale, c'est quand votre faisceau, il arrive perpendiculaire au dioptre, donc I égale 0. Donc, calcul, ce qu'on vous demande, c'est de calculer delta pour I égale 0 degré. Et là, c'est vachement plus simple. Parce que s'il est en incidence normale, il n'y a pas de réfraction. Donc, que va faire le faisceau? 1
et il rebondit. Donc il traverse. Si on a cette épaisseur, qu'est-ce qu'il va traverser comme épaisseur? Non, 180 c'est pas pareil. Fait que tu auras le même résultat. Non, puis, ah non, mais même pas, 180 degrés, c'est l'angle plat. Tu m'aurais dit 0, 360, oui, oui. Alors, que vaut, si on appelle E, l'épaisseur de la couche anti-reflet qu'on va placer ici? Il l'appelle comment d'ailleurs? Pas de nous. Après, il l'appelle en EC, bon, on va l'appeler EC. EC. Comment vous calculez la différence de marge? Alors, ça c'est vrai, Clarisse, tu as très bien appris ton cours. Deuxième équateur, ça justement, c'est dans le cas où il y a de la réfraction. D'accord? Donc quand tu as un angle d'incidence I qui n'est pas la normale. Mais maintenant, si tu as la normale, que vaut R? Que vaut ton angle de réfraction quand tu arrives de façon perpendiculaire? Exactement. Il vaut 0 aussi. Et que vaut cosinus 0 dans ton expression? 1. Donc, la différence de marche, au lieu d'être 2NE cos R, ça va être 2NE. 2NC. Alors, on a NC qui vaut combien? 1,36. Et NV 1,50. Donc on passe d'un milieu moins restringent à peu restringent, 2 fois de suite. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que je dois rajouter un facteur lambda sur 2? Alors. Donc Florine, toi tu dis oui. Alors, c'est vrai que N1 égale 1, on passe d'un indice moins restringent à un indice plus restringent. Donc là, on a, quoi qu'il arrive, un facteur plus lambda sur 2. D'accord. Et après, il y a encore ici, on passe d'un indice moins restringent à un indice plus restringent en réflexion. Donc, il faut encore rajouter un deuxième. Donc c'est comme si on rajoutait rien. Tout bêtement. Si vous rajoutez un nombre pair de lambda sur 2, c'est comme si vous rajoutiez un nombre entier de lambda sur 2. Donc ça ne sert à rien de marquer. D'accord. Après on va chercher le C. Donc en fait, delta c'est simplement 2NC2C. Voilà simplement l'expression qu'il fallait mettre. Et donc, D3, on est dire que l'épaisseur EC nécessaire pour avoir une intensité réfléchie minimale est égale à D3 intensité minimale. Donc, quelle est la condition pour avoir une intensité minimale en réflexion? J'ai une super résolution à l'écran. Ah oui, je pense que ça va arriver. Attendez, ça va changer. Je peux le dire à chaque fois. Là, ça devrait être mieux. C'est mieux? Dites-le moi à chaque fois, hein, comme ça. Alors, de toute façon, je le mettrai sur en ligne, dès que c'est prêt. Alors, quand est-ce qu'on a une intensité minimale?
Alors, ça vous le savez. Vous m'avez dit en début. À la sortie du deuxième rayon, ce dire quoi? Là, ce qui t'intéresse, c'est justement de faire disparaître ton rayon 1 et ton rayon 2 en même temps. Tu veux faire disparaître ta réflexion. Le but d'un anti-reflet. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre le rayon 1 et le rayon 2 pour que justement, il y ait une intensité qui soit vraiment toute petite et qu'on peut carrément presque dire celle. Exactement. L'opposition de phase. J'aime pas trop ce terme parce que c'est pas comme ça qu'on définit au BTS, même si normalement ça devrait être comme ça. Mais comment vous caractérisez le fait que nous vont être en opposition de phase? Exactement, Manon, tu as raison. Il faut que, on veut une interférence destructive, entre le rayon 1 et le rayon 2. Donc, il faut que delta soit égal à un demi-entier de longueur d'onde. Donc, K plus 1 demi fois lambda. Et delta, vous l'avez montré. C'est 2 NC EC, qui doit être égal à K plus 1 demi de lambda. Et donc, on doit montrer que c'est égal à 2K plus 1 lambda sur 4 fois MC. Bon, on n'y est pas encore. Alors, on va faire passer ça de l'autre côté. Ça fait EC est égal à K plus 1 demi de lambda sur 2 MC. Moi, je dis que cette expression, c'est la même que celle qui est demandée. Maintenant, il faut le prouver. Comment fait-on? C'est bon! En fait, ce qu'il faudrait, c'est mettre sur le même dénominateur ici. Donc, mettre le même dénominateur, ça fait 2 sur 2. Et donc, j'ai EC qui est égal à 2K plus 1. 2 fois 2, là c'est 2 sur 2. Lambda sur 2 MC, c'est-à-dire 2K plus 1 sur fois lambda sur 4 MC. Fini. C'est ça. Il fallait juste mettre sur le même dénominateur la parenthèse de façon à faire apparaître ce 4 à l'extérieur. Calculer l'épaisseur minimale de fluorure de magnésium à déposer pour réaliser cet anti-reflux. Allez-y. Ben là, c'est plus qu'une application numérique. Une D4, application numérique. Donc l'épaisseur minimale est obtenue pour quelle valeur de K? On prend K égale 0. Exactement. Donc K égale 0. Ça vous donne l'épaisseur minimale qui doit être égale à lambda sur 4 MC. On calcule. Donc on a une épaisseur de fluide qui va être égale à 593,6 10-9 sur 4 fois 1,36. Et on trouve 108 10-9 mètres sur 108 nanomètres. Donc une épaisseur de 108 nanomètres. Voilà pour ce sujet. Il n'y a plus de questions. Ce sujet 2015. Et on passe au sujet 2012. Vous avez eu
Alors pourquoi j'ai pris 2012? Parce qu'il était plus chaud. Il était vachement plus dur. Et en fait, il y avait l'interférométrie qui était assez complexe à revoir. Et c'est un sujet ultra complet en fait. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Donc, est-ce que vous l'avez cherché ce sujet? Tu l'as trouvé facile, difficile? Le début, ça va, c'est vrai. Là, en fait, c'est l'optique géo. L'optique géo, ça va. Et en fait, dès qu'on arrive sur l'optique physique, galère un petit peu. Il va se effacer. Ouais. Je peux effacer le tableau, c'est bon? Alors, c'était quoi? Les loupes de qualité présentent en général des surfaces sphériques. Cela permet de réduire notamment les aberrations géométriques, les distorsions. Donc, il va sûrement y avoir des problèmes de distorsion là-dessus. La lentille, comme si elle était sphérique, et on se passera dans les conditions de Gauss. Ça, tout le temps. Une loupe sphérique, on assimilera une lentille mince, centre optique haut, on donne la divergence, et un diamètre d'ouverture de 60 mm. AB, objet transversal, H0, le plan principal, objet de l'œil. Donc en fait, là, on va étudier un système de doublé, mais ça va pas être un système télescope, microscope, etc. On va avoir le doublé, il va être constitué en fait par quoi? Par la loupe et l'œil, qui sera la deuxième lentille. La petite d'entrée de cet œil P0 est supposée confondue avec H0. Pour bénéficier d'une qualité d'image optimale, le fabricant recommande des conditions d'utilisation à H0 à 50 mm à 150. Caractéristiques de la loupe. Bon, déjà on va commencer par la loupe. Caractéristiques. Là. Alors, grossissement commercial. Il vous donne l'expression du grossissement commercial. Donc ça, c'est cool. Donc GC est égal à la valeur absolue de θ' sur θ25. Alors, que représentent les angles θ' et θ25? Et vous pouvez faire un schéma pour illustrer l'ensemble. Donc, que représente θ'? Alors, comment vous définiriez θ'? Il y a plusieurs définitions possibles. Alors, l'angle formé après passage dans la loupe. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas clair. Et ouais, mais il te demande aussi un texte. Angle du rayon émergent. L'angle sous lequel le sujet regarde. Non.
Donc, le fait du sujet, regarde. Non. Angle émergent permet de former. C'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux qu'une. Alors, pour être précis, il y a deux définitions. Je vais déjà vous donner, moi, celle que j'aime bien. Θ', c'est l'angle sur lequel est vu l'objet à travers l'instrument. Donc ici, la loupe. D'accord. Et ça, c'est dans des conditions optimales. L'angle sur lequel est vu l'objet à travers la loupe, sans accommodation. D'accord. Une autre définition, ça pourrait être l'angle sous lequel est vue l'image. D'accord. L'angle sous lequel est vue l'image de l'objet. Ça marche aussi. J'aime moins parce que je préfère dire on regarde quoi qu'il arrive un objet et cet objet forme un angle de sortie sur lequel on interprétera différemment. Ce que je disais, Duren. L'angle sous lequel le sujet regarde. Mais non, tu ne peux pas dire ça. Non, ce sera pas. Écoute, tu le mets si tu veux, mais ce sera pas ton plus juste. C'est tout. Alors, donc, quand est-ce qu'on est dans des conditions sans accommodation? Il faut que l'objet soit situé où? Non. Si on veut ne pas avoir d'accommodation, où doit être situé l'objet? L'objet ne peut pas être non. Par rapport à ton instrument d'optique. N'oublie pas, hein, là, on passe à travers l'instrument optique. Non, non, Cassandre, pas sur le foyer image, sur le fait objet. D'accord. Ce qu'on va avoir, c'est que on a la planche ici. D'accord. Comment je dessine? On a notre plan principal de l'œil. On a F qui est ici. On a notre objet qui est sur le plan focal. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un truc qui fait A. Et un truc qui fait et en parallèle. Donc notre θ prime ça, ceci. Ça. Bac. Donc sur le feuille objet. Ça va? Pour l'angle, c'est ta prime. Là, on a répondu qu'à la première partie de la question. Maintenant, ce qu'il vous demande, c'est θ 25. Il correspond à quoi? Déjà, pourquoi 25? Alors, pourquoi 25? Car l'objet est à 25. Oui, ça correspond à quoi ce 25 cm pour un œil normal? Alors, pas en dessous lequel est vue l'image. C'est ton proximum. Ok? Et donc, c'est des conditions de vision proche. Le point le plus proche
pour lequel on va avoir un objet net. Et donc, ce qu'on appelle l'angle sous lequel est vu l'objet à l'œil nu lorsqu'il est placé à 25 cm de l'œil. D'accord? Donc en fait, l'œil est caractérisé par notre plan S0, le plan principal de notre œil. Notre objet, il est là, A, B, là il y a 25 cm, c'est l'angle qui est ici. Ça, c'est ça, 25. C'est bon ou pas? Avec un axe optique à chaque fois. Donner sans démonstration l'expression du grossissement GC en fonction de la divergence. Je calcule ça sans démonstration. Est-ce que vous voulez que je vous le démontre ou pas? Ok, on le démontre. Alors, même si là, il y avait bien demandé de ne pas faire de démonstration. Ok, mais c'est simplement, un jour, on vous une démo que vous sachiez la faire. 1, 2. Donc GC, on a dit que c'était égal à θ' sur θ25. θ', on est dans l'approximation des petits angles, et ce qu'on peut dire, c'est que tangent de θ', c'est à peu près égal à θ', et c'est égal à quoi θ'? AB, opposé, sur l'adjacent. L'adjacent, c'est ici. D'accord? Ensuite, on peut avoir le même raisonnement pour tangent de θ, à peu près égal à θ, et c'est égal à quoi? C'est l'opposé, AB, sur 25 cm. D'accord. 25 cm, c'est-à-dire 0,25 mètres. Il faut mettre les résultats en mètres. Et donc, si j'utilise ça, là-dedans, je peux dire que θ' c'est du AB sur F' divisé par AB sur 0,25. Qu'est-ce qu'on a au final? On a AB sur F' multiplié par 0,25 sur AB. Et AB se simplifie. 0,25 c'est pareil que 1 quart. Ça fait 1 sur 4 et il demande en fonction de la divergence. Hein. Ouais, la divergence. Et 1 sur F', c'est la divergence, donc ça fait 2 sur 4. Oui, elle peut être exigée. Oui, elle peut être exigée. Vous avez juste à regarder, c'est juste en utilisant les tangentes. Et comme vous utilisez les approximations des petits angles, vous dites que la tangente de θ', c'est à peu près égal à θ'. Et puis après, vous regardez côté opposé sur côté adjacent. C'est tout bête, ça à faire. Tout à connaître, quand même. Hein. Moi, les voyous, pour celle-là, qu'est-ce qui me manque? Puis calculer sa valeur. Donner son niveau d'expression du grossissement GC en fonction de la divergence D. On a la divergence, puis on a fait le calcul. Donc, on n'a plus qu'à faire le calcul. Alors, c'est sûr que si vous la connaissez par cœur, c'est mieux. En général, ça vient d'inconnu. Que le grossissement, c'est la divergence divisée par 4. On l'avait utilisé plusieurs fois. On calcule application numérique. G est égal à 16 sur 4 égale 4. C'est ça, hein? GC. Voilà.
Voilou. Quelle question? Quelle est la valeur de la distance focale f' de la loupe? C'est une blague. En fait, l'inverse de la divergence, et puis voilà, quoi. Ouais, ça c'est quand même un peu abusé ce genre d'idée. Enfin, ceux qui répondent pas à ça, par contre, donc comme vous dites, c'est que f' égale à l'inverse de la divergence, ça fait 1 sur 16, et 1 sur 16, ça me fait quoi? 0,0625 mètres, c'est-à-dire 6,25 cm. Ou en millimètres, 62,5 mm comme on dit. Ouais, mais la suite est dure. Il y a quelques points quand même. Oui, j'avoue. Utilisation optimale de la loupe. Ok. Voilà la caractéristique. Celle-ci. Alors, on utilise la loupe L dans la condition d'emploi optimale préconisée par le fournisseur. Figure ci-dessus. Distance d'emploi, condition d'emploi, ok, il y a le champ visuel, le gros, ok, on a tout. L'objet observé à travers cette loupe a une taille de 0,1 mm. Calculer la position de l'image OA' ainsi que la distance image œil. Bon, là aussi, rien de compliqué. 2, 1. Qu'est-ce qu'on fait? On voit la position de l'image déjà OA'. Et on connaît où est l'objet. Et on connaît la focale de... Oui, là on se formule de conjugaison. Donc on a 1 sur OA' moins 1 sur OA égale D. Complètement. On cherche OA', 1 sur OA', ça va être D plus 1 sur OA. Et donc OA' égale à D 1 sur OA. Application numérique. D, on a dit 16, plus 1 OA, moins 50, moins 3. Non, à la fin. Alors, ça me donne quoi ça? 16 moins 1 sur 50 moins 3, le tout moins entrée moins 0,25. Soit en centimètres, soit en minutes. Et oh, c'est bizarre. Ouais, moins 250 mm, moins 25 cm. Soit on parle en centimètres, soit en minutes. Et oh, c'est bizarre. Pareil que le punctum proximum de l'œil normal. On verra ça après pourquoi. Et ensuite, si vous demandez de calculer également la distance H0. Là, on va utiliser du châle, puisque on connaît OH0. Donc, on a juste à mettre A'O plus OH0, qui nous donne A'O 25 cm. OH0 donne à combien? 150 mm. Après, je mets 250, 150, et ça nous fait 400 mm. H0. Ça va? Oui. Ensuite, limite de résolution de la loupe et grossissement perçu. Allez, on va question.
Vérifiez que pour cette sous, donc là on est au 2 de 1. Dans ces conditions d'utilisation, le grandissement transversal GY et l'angle θ' de l'image ont pour valeur respective 5 et 1,25 10 moins 3. Alors, le grandissement transversal, bon, bah, ça c'est des formules que vous connaissez. Alors je note GY, c'est OA' sur OA, on va calculer déjà, OA' moins 25 cm. OA, il était à combien? Moins 50 mm. Donc je vais tout laisser en mm. Moins 25 divisé par 50, ça fait moins 0,2. Ah non, c'est 250, pardon. C'est en centimètres. Donc ça nous fait du 250 divisé par 50, et 25 divisé par 5, ça fait 5. C'est plus 5. C'est ce qu'il voulait? Oui. Et ensuite, pour l'angle, comment vous faites? On passe à partir de quoi? Ouais, non, si tu fais avec Newton, oui, ça passe, mais t'as dû galérer. Oui ou non, Michael? Alors, ça marche aussi, pas de souci. Alors, à quoi va être égal θ'? Je vous rappelle, θ', c'est qu'on avait notre image. Ici, on a alors, θ'. Comment je vais trouver mon θ'? J'ai mon grossissement, j'ai un θ'. Pour la puissance qui nous est donnée? Est-ce que la puissance elle est donnée? Et non, on n'a pas la puissance, il faut la calculer après. Mais ta formule, on va s'en servir après. D'où tu sors ça? θ' est égal à A' de A' sur A 0 A'. Alors, pourquoi tu dis ça? C'est l'angle sous lequel est vu l'objet depuis l'œil. Donc, voilà. On a H0 qui est là. Là, on a notre image. Là, on a notre θ'. D'accord? Donc, ce que l'on peut dire, pareil que tout à l'heure, ça c'est H0. Tangente θ', c'est l'opposé A' de' sur l'adjacent, donc A' H0. Et donc ça devrait être θ'. Ouais, c'est ça, ça arrive. D'accord? Donc là on y est. Et comme on a la prime des strings, on a la prime des strings, on peut tout étudier. θ', ça va être gamma fois AB.
Vous m'entendez? Parce que j'avais pas bougé la souris, donc ça fait figer l'écran. Je vais perdre du temps. Donc, est-ce que vous avez vu là pourquoi c'était gamma fois AB sur un h 0? Ok. Ben, en fait, j'ai simplement utilisé le fait que A'B' est relié. Alors, gamma G égale. D'accord? Ça, c'est A'B' sur AB. Donc, j'ai simplement remplacé A'B' par G égale fois AB. Next. Et donc de là, AB, on a dit 0,1 mm, 0,1-3, et A'H0, est-ce qu'il nous était donné quelque part? A'H0, on l'avait calculé, on l'avait calculé quelque part, 400 mm, donc 400 10-3. Donc ça fait 0,5 sur 400, ça fait 5 sur 40, ça fait 1 huitième, et 1 huitième c'est 1,25. 10 moins 3. Et c'est normalement pas ce qu'on voulait trouver. C'est bon? Ok, ensuite. Pour déduire la valeur de la puissance. Ben là, on va utiliser la formule que tu m'as sortie tout à l'heure. Donc c'est là 2 de 2. Alors, par définition, la puissance est égale à θ divisé par c'est θ prime dans la taille de l'objet. C'est ça la définition de la puissance. Donc cette définition à connaître. Donc je vous rappelle, grandissement, quand vous connaissez la position de l'objet et la position de l'image, donc vous avez OA' et OA, donc c'est pour ça que vous pouvez écrire OA' sur OA. Si l'objet et l'image sont tous les deux à l'infini, vous allez utiliser le grossissement. D'accord? Et si vous avez l'objet qui a une position finie, mais que vous n'accommodez pas, en général c'est le microscope, vous allez définir une puissance qui va s'exprimer en dioptrie et qui va être le rapport entre l'angle de sortie de vision divisé par la taille de l'objet. Et c'est pour ça en fait que une puissance s'exprime en dioptrie, parce que des puissances d'unité divisé par des mètres. C'est exactement la notion de dioptrie. Okay, à connaître. Et ben on a tout en fait. Donc ça fait en cadre. Θ prime, on avait calculé 1,25 moins 3. AB 0,1 10 moins 3 et 10 moins 3 c'est un petit. Ça fait 12,5 dioptries pour la puissance. Voilà pour celui-là. Ensuite, on demande, s'agit-il de la puissance intrinsèque pour quelle raison? Alors, c'est quoi les conditions pour avoir une puissance intrinsèque? Ah, ça a bugué, j'arrive. Ça devrait aller mieux. Alors, quelles sont les conditions pour avoir une puissance intrinsèque? Il y a deux conditions. Alors, ça, c'est une des conditions. Donc, ça, je vais noter quelque part. Condition pour
régime intrinsèque, on va appeler ça. Pour être en régime intrinsèque. Deux conditions en fait. La première, il faut que l'œil soit dans le plan focal image de la vie. L'œil dans le plan focal de l'instrument en fait, dans le plan focal image extrême de l'instrument. Et que l'objet soit dans le plan focal objet, focal objet de l'instrument. Donc des puissances intrinsèques, en général, on les calcule simplement pour l'oculaire d'un microscope. D'accord ? Quelle est la puissance intrinsèque de l'oculaire du microscope? Pourquoi? Parce que dans un microscope, on essaie de créer l'image intermédiaire au foyer objet de l'oculaire, et pour qu'il projette une image afin que l'œil puisse se positionner dans le plan focal image de l'oculaire. D'accord? Voilà les deux conditions que vous devez respecter. Ça, c'est important. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a aucune des conditions qui est respectée, puisqu'on a OF' qui est à 62,5 mm et OH0 est à 150 mm. L'objet, il est à 50 mm, alors que le plan focal objet, il est à 62,5 mm. Donc, ça ne marche pas. D'accord. Alors, je veux qu'on arrive à finir. J'aurai pas le temps. Ouais, là j'ai pas le temps de finir. Donc, on finira ça la prochaine fois. 2, 3, 2, 4, on finit ce sujet. Je pense qu'une heure et demie la prochaine fois, c'est ce qu'il me faudra pour finir entièrement le sujet. Parce qu'il y a l'optique physique qui est quand même assez costaud. Donc, on s'arrêtera là. Et on fait ça. Ça peut être une justification. P égale. Oui. Alexandre, ça peut être une justification. Ouais, ça me va, parce que c'est vrai que la puissance intrinsèque est définie comme l'inverse de la vergence, de la focale, c'est la vergence de ton instrument. Ouais, j'ai pas pensé, mais c'est très bien. Voilà, donc je sais pas quand est-ce qu'on se revoit, et dès que j'ai des informations, je pense que vous les aurez en même temps que moi. Voilà, j'arrête l'enregistrement, et j'essaie de le mettre en ligne.